Comment Mais quelle allez-vous? couleur avez-vous? Oh, vous aussi, j'adore ces rayures. Nous sommes en lignée de femmes, en lignée de mots. Nous voilà alignés en phase avec nous-mêmes. Je me reprends, je m'aligne, Bernadette. Je m'aligne sur vous. Mais dites-moi tout, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Je vais vous le dire. Figurez-vous que je suis Bernadette, lumineuse dans la tempête. Oh, que j'aime. Ah oui, je me suis permise de faire quelque chose. Oh, quelque chose d'un peu, hein. Voilà, extra. grandiloquente. Voilà. Ah, j'adore. Eh bien, j'adore aussi, et cela, c'est grâce à ce bouquin, ce roman J'aime magnifique. On aime la couverture, on aime l'écriture, on aime l'odeur, on aime tout ce qui se passe à l'intérieur de cet objet. Mais dites-moi en plus. Eh bien, ce livre s'appelle Arpenter la nuit. Il a été écrit par Leila Motley. À quel âge? À 17 ans. 17 C'est ans. son premier roman. Elle a reçu plein de prix. Elle a été classée meilleure poétesse aux États-Unis. Elle a été primée pour ce roman, pour son écriture, pour son talent. Et elle va y raconter l'histoire d'une jeune fille qui a également 17 ans et qui s'appelle Kiara. Et qui habite à Oakland, donc c'est en Californie, dans la baie de San Francisco, avec son frère Marcus, son frère aîné, mais qui n'est pas si mature qu'elle, parce qu'en fait, ils vivent à deux. Leur papa est décédé après avoir fait un séjour en prison. Leur maman, depuis, aussi également entre prison et centre de réhabilitation, parce qu'elle a des troubles psychologiques. Enfin bon, c'est un peu le chaos. Et Kiara va devoir prendre les choses en main pour mener un peu leur barque, d'autant plus qu'elle a pris sous son aile leur petit voisin de 9 ans, qui a été abandonné par sa mère, qui était toxicomane au crack. Donc voilà, c'est vraiment le chaos. Mais dans la tempête, il y a de la lumière. Il se fait qu'un jour, Kiara va faire une mauvaise rencontre d'un policier. Et va, après cet événement, tomber malheureusement dans la prostitution et dans ce contexte, dans ce réseau de flics. Il faut savoir que cette histoire est tirée d'une histoire vraie qui a eu lieu à Oakland il y a des années, suite au suicide d'un policier qui avait laissé une lettre et qui dénonçait justement un réseau de prostitution sur mineurs par ses collègues, etc. Donc c'est un roman qui a l'air très noir, je vous le concède, mais c'est toujours malheureusement de la noirceur que naît la lumière. Et là, je peux vous dire que c'est un sacré bout de femme qui va mener vraiment son bateau toute voile dehors et qui est d'une force incroyable. L'écriture est magnifique. Et d'ailleurs, je vais vous en lire quelques extraits. Mais je n'attends que ça, ma Bernadette. Alors aujourd'hui, d'habitude, c'est plutôt vous qui êtes dans ce style-là. Vous, je suis gourmande, le je suis modèle gourmande. dense, plutôt dans la densité avec vous, Bernadette. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre le haut là. Vous m'envoyez ravie, Voilà. Bernadette. Soyez dense. Je vais vous lire quelques extraits parce que j'avais envie de vous montrer cette belle écriture, cette belle oralité qu'on peut y avoir, et vous montrer plusieurs couleurs. On est en couleur. On est en couleur, on va voir les couleurs du Voilà. Je me lance. J'ai hâte de découvrir, je suis tout oui. En 1977, papa avait 19 ans et il venait de rejoindre les Black Panthers. Un peu sur le tard, mais la révolution était encore en pleine lune de miel. Il glissait un camarade dans toutes ses phrases et il portait du noir, même par 30 degrés. Il ne faisait pas beaucoup plus que vendre le journal du mouvement et filer un coup de main pour le recrutement, mais il passait à l'action dès qu'il le pouvait. Une bagarre a éclaté un jour sur la 70e dans West Oakland. Papa allait au boulot avec quelques amis, fusil à l'épaule et béret sur la tête, tout en cuir. Il a toujours dit qu'ils avaient été attaqués. Les flics ont débarqué comme ça et ont commencé à leur hurler dessus. Très vite, papa s'est retrouvé menotté sur la banquette arrière d'une voiture de patrouille, accusé d'avoir résisté aux forces de l'ordre. Toujours d'après papa, c'est son ami Willie qui a lancé le truc. Il a écrit une lettre au sujet de cette affaire et puis il l'a distribuée chez tous les Black Panthers du pays. Ils ont défilé dans les rues de toutes les villes, pancartes et poings levés. Papa ne l'a jamais avoué, mais je crois qu'il était fier de s'être fait arrêter. Fier que le bras droit d'Hélène Brown ait prononcé son nom et lui ait rendu visite en prison. Cet été-là, maman vivait à Boston avec sa cousine Loretta, qui un jour lui a dit qu'elle avait des trucs à faire en Californie. Alors ma mère l'a suivie du haut de ses 13 ans. Elles ont débarqué dans les rues d'Oakland et maman a vu le visage de papa placardé aux 4 coins de la ville. Elle disait qu'il lui rappelait le goût du bayou en Louisiane. Riche et trop touffu. Sa peau était comme une rivière moite. Alors cette préadolescence maigrichonne s'est dit qu'elle se débrouillerait pour avoir cet homme, qu'elle ferait en sorte qu'il lui montre où ruissellent les eaux d'Oakland.
Le New York Times a repris l'histoire. Alors la police d'Oakland a décidé d'abandonner les charges et papa a été relâché 2 semaines après son arrestation. Quelques Panthers ont organisé une fête dans la rue pour célébrer sa remise en liberté et ils ont fait un barbecue dans le parc de West Oakland. C'était le dernier jour que maman passait en ville et elle a supplié sa cousine de l'y emmener. Maman est directement allée voir papa et elle lui a dit « Salut, je m'appelle Cheyenne et je suis ravie de te rencontrer. » Il ne lui a prêté aucune attention, mais maman a passé la journée à le regarder. Elle observait sa façon d'écarter les bras quand il riait, sa façon de chanter avec la bouche en haut, sa façon de danser dans les bras d'une jolie femme qui avait 2 fois l'âge de ma mère dès que les premières notes de jazz ont résonné. Elle se fichait d'attendre. Elle est rentrée en Louisiane, elle a grandi. Elle a travaillé pendant 10 ans en tant que standardiste dans un hôpital et elle a économisé suffisamment pour pouvoir déménager à Oakland. Là, elle est partie à la recherche de papa, 12 ans après leur rencontre au parc. En 1989, elle a fini par le trouver dans un petit pub derrière MacArthur Boulevard où il bossait comme barman alors que le centre-ville était encore plein de toxicos, d'immeubles abandonnés et de flics qui prenaient toujours un malin plaisir à emmerder papa, un peu comme des préliminaires à la peine de prison qui l'attendait. Maman savait qu'elle était belle, aussi belle que les gens sur les tableaux. Ses cheveux étaient crêpés et rassemblés en une fausse crête sur sa tête comme dans un clip de Whitney Houston. Elle était grande, pleine de grâce, et elle faisait des pas immenses quand elle marchait. Le jour où elle a décidé de tomber amoureuse de papa, elle portait un pantalon rouge à pattes d'éléphant, et elle ne s'en est jamais débarrassée, même quand les coutures ont lâché. Ce jour-ci, elle a paradé jusqu'à lui, et il a failli lâcher sa bouteille de whisky tellement il était hypnotisé. Pas tant par son apparence que par sa manière d'exister. Maman, elle était comme une femme qui aurait jailli d'une graine avec des bras qui ondulent, des fruits, des seins et tous ces trucs auxquels on ne peut pas vraiment résister. Papa, il a eu envie de passer ses bras autour de son tronc et il savait qu'elle la laisserait faire. Un amour bien orchestré est presque plus précieux qu'un coup de foudre. C'est tellement plus difficile de renoncer à quelque chose qu'on a mis si longtemps à construire. Ça, c'était leur rencontre. Après, c'est une petite phrase que je vais vous lire qui, je trouve, résumait un peu bien le parcours de Chiara, donc leur fille. Parader, hâter le pas, galoper. Il y a énormément de façons de marcher dans la rue, mais il n'y en a aucune qui permette d'éviter les balles. 3e extrait, je me permets, Bernadette, je vous l'avais dit. Hein. J'aime votre densité. Donc là, on va voir un petit passage dans ces moments un peu plus noirs que Chiara doit traverser. Ce soir, sur le chemin du retour, j'ai l'impression de marcher sous l'eau. J'ai l'impression que tout est épais et froid et que ça n'arrête pas de bouger. Mais je n'arrive pas vraiment à différencier les pâtés de maison. De la même manière que l'océan fait scintiller les gens jusqu'au moment où on se rappelle que ce sentiment n'est qu'un reflet de la peau et que nos doigts sont tout fripés. J'ai la même sensation ce soir en marchant toute seule dans la rue. J'aurais dû me douter que Marcus ne tiendrait pas longtemps. Je parie qu'il s'est même pas fait assez d'argent pour payer les courses. Et c'est le fait que cette fois, j'ai vraiment cru qu'il me met en colère, plus que de voir qu'il est incapable de se comporter en adulte. Je crois qu'il en avait envie et que c'était essentiellement vis-à-vis de moi. Mais Marcus ne sait pas comment réprimer sa rage pour bosser correctement. En même temps, je peux difficilement lui en vouloir. Il a passé des années à étouffer ses émotions pour prendre soin de nous. Et depuis qu'il sait qu'oncle Taille fait un carton, il peut pas s'empêcher d'exploser. Il comprend pas qu'on peut pas se permettre de tout foutre en l'air. Pas maintenant. Je me suis excusée auprès de Lassie et j'ai pris le bus pour rentrer. L'appartement était vide. Je me suis changée en vitesse et j'ai envoyé un message à ma petite liste d'hommes, histoire de voir lesquels étaient prêts à payer ce soir. Je me suis dit que je regarderais les nouvelles offres d'emploi dès le lendemain, mais pour l'instant, c'est comme ça. Le seul moyen que j'ai de survivre. Je ne vais pas faire comme si je n'avais pas peur. J'ai peur. Mais je sais qu'on perdra beaucoup plus si je ne fais pas tout mon possible pour nous maintenir à flot. Je vais encore lire une petite phrase et puis le dernier extrait. Je marche, les lampadaires ressemblent à des projecteurs et j'ai l'impression d'être suivie, même si je sais que c'est l'océan qui fait croire à des trucs comme ça, à chaque fois qu'il nous envahit. Et moi, ce soir, je déborde. Et le dernier extrait. J'ai passé toute ma vie à attendre de basculer dans quelque chose qui encourageait mon corps à devenir son propre instrument, dans le but de pouvoir me joindre à toutes les chansons de funk, celles qui font danser tout le monde. Comme quand papa a rejoint les Panthers et qu'il cachait son extase sous un béret incliné juste comme il faut. Comme quand maman a trébuché dans le sourire de papa.
et qu'elle savait que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de l'enfermer dans le creux de sa main. Comme Marcus avec son micro. Parfois, quand je peins, j'ai l'impression de ressentir ce genre de choses. Mais peindre ne suffit pas. Ça n'efface jamais les moments durant lesquels je sens que je ne vais pas pouvoir trouver la paix. La vitre du bus dévoile tellement de gens qui vivent à l'intérieur de leur propre musique. Un groupe de mecs à vélo, avec la stéréo qui se balade sur l'épaule de l'un, et leur tête qui bouge en rythme. À un feu rouge, pas loin de la bibliothèque, 2 jeunes de 12 ou 13 ans marchent côte à côte. Le garçon a passé son bras autour des épaules de la fille et elle a des hanches trop larges pour qu'ils puissent se presser l'un contre l'autre et continuer à avancer sans se gêner. Elle se penche vers lui, elle embrasse son front et on dirait presque qu'elle est en train de l'étrangler. Mais ils sont si jeunes et si heureux, tout étourdis par la rue avec leurs sacs remplis de livres dans les bras. Je crois que je suis passée à côté du moment où on bascule dans une partie de bras de fer avec son bonheur. Bernadette, j'ai adoré les extraits que vous nous avez partagés. Ah non, mais c'est... Les images. j'aurais pu lire tout le livre. Hein. Ah oui. Si les épisodes duraient Vous étiez 3 heures, j'aurais lu tout le livre. Ah là, j'y allais, hein, Bernadette. Mais alors, les Ah là, j'étais images, partie. trébucher dans le sourire, Ah oui, non. faire un bras de fer avec son bonheur, c'est d'une beauté... 17 ans, elle a écrit 17, ça à je suis 17 ans. impressionnée. Voilà. Donc, l'auteur, retenez son nom, Leila Motley. Elle va certainement encore faire beaucoup de bruit. Et figurez-vous, ma chère Bernadette, qu'aujourd'hui, je suis parfaitement alignée avec vous. Mais non. Alignée. Alors, quelle Bernadette êtes-vous, si je puis me permettre? Alors aujourd'hui, je suis Bernadette et je le suis déjà par vos lectures, attendrie. Ah. Je suis attendrie. Attendrie par un livre qui s'appelle Trash. On pourrait penser que c'est un petit peu voilà, contradictoire, mais non. En fait, j'ai lu Dorothy Allison, Trash. Dorothy Allison est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice américaine lesbienne qui a grandi donc dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis, dans le milieu qu'on intitule aux États-Unis les white trash. Et donc ici, c'est aussi, on parle aussi beaucoup de misère sociale et de difficultés à survivre avec cette pauvreté en fait qui colle à la peau d'un point de vue aussi identitaire, pas uniquement économique, et des lignées de femmes qui ont dû vraiment se battre dans des situations de violence souvent conjugale très fortes et sans moyen de s'en sortir, mais qui se sont battues aussi. Et donc c'est là où je retrouve ce que vous nous avez lu, avec une forme d'humour bien à elle, et donc malgré toutes les violences que Dorothy Allison a subies, puisqu'elle écrit, elle écrit uniquement de l'autobiographie, et donc ce sont des courts récits autobiographiques qui à chaque fois parlent de ses aventures avec les femmes, de sa vie en tant qu'enfant aux États-Unis, des femmes de sa famille, et aussi des violences qu'elle a pu subir de son beau-père, et des rapports intrafamiliaux qui se dessinent en fonction de ça, et de comment est-ce que on grandit avec ça, et comment est-ce que quand on sort de ça, à la fois on est témoin de ce qui s'est passé, mais on aime toujours notre famille. Enfin, voilà. Donc c'est très beau. Un bagage en plus. Exactement. On a plein de ressources. Il y a aussi de la ressource, il y a aussi de la joie, il y a bien sûr des difficultés, mais les deux coexistent. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que, c'est une autrice qui m'attendrit beaucoup, malgré le fait qu'elle s'intitule Trash. Et je trouve qu'il y a une joie de vivre aussi. Et une gourmandise. Et donc, c'est une autrice qui dit souvent qu'elle a toujours eu faim. Et on sent ça dans son livre. La faim de nourriture, mais surtout la faim de vie, la faim de femme, la faim de... Un peu d'urgence, comme ça. D'urgence de vie, de tout goûter, quoi, de savourer la vie. Et vous le savez, ma Bernadette, je suis très gourmande de littérature, de nourriture, voilà. De rire, de joie. Donc, je suis une gourmande. Attendrissez-moi, attendrissez-nous, Bernadette. Voilà, donc j'ai choisi quelques petits extraits dans ces petits courts récits. J'ai décidé d'être bref cette fois, malgré ma gourmandise. Bien, nous complétons. Quand j'ai faim, j'ai les mains qui tremblent. Et j'ai toujours eu faim. Pas faim de nourriture, j'ai toujours eu suffisamment de graisse de scone au babeur pour tenir. À la fac, j'avais le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner inclus dans le prix de ma cité universitaire. Mais ma faim insatiable ne s'est pas calmée. C'était du fait d'avoir seulement 4 $ jusqu'à la fin du mois et de ne pas en avoir suffisamment qui rentrerait à ce moment-là. J'étais assise à une table de déjeuner avec des filles qui prévoyaient d'aller passer l'après-midi au cinéma. Et j'ai compté encore et encore dans ma poche 3 $ en billets défraîchis et le reste en pièces. Je ne pouvais aller voir aucun film. À la place, je suis allée dans le centre-ville pour voler. Je suis devenue ce qui avait toujours été attendu de moi, une voleuse. Dangereuse, mais prudente. Puisque je voulais tout, j'ai dompté ma colère avec mon sourire large et innocent. À l'aide de ce sourire, j'ai volé du papier toilette dans les WC du Burger King, des magazines sur les étagères inférieures du 7-Eleven et des sardines chez le traiteur, en faisant glisser les petites boîtes de conserve vers le bas de mon jean, duquel j'avais fermé hermétiquement les revers avec des élastiques. J'ai doublé mes poches avec des sacs en plastique pour aller faire un tour au Winn-Dixie du coin,
où je pouvais grappiller des huîtres fumées dans le rayon gastronomie et du raisin frais dans les cagettes ouvertes. Au magasin de loisirs créatifs du même centre commercial, j'ai fourré dans mes poches des fermoirs en métal pour remplacer les élastiques sur les revers de mes bas de pantalon et des médiators métalliques de guitare qui pourraient me servir à détacher et intervertir les étiquettes de prix sur les articles trop volumineux à emporter. Tout ce qui était suffisamment petit pour tenir dans la paume de ma main repartait avec moi. Tout ce qui était suffisamment rond pour tenir sous une aisselle, tout ce qui était suffisamment fin pour tenir entre mon ventre et ma ceinture. Les articles les plus petits, les plus tranchants, les plus chers, reposaient tranquillement derrière mes dents, derrière ce sourire qui demeurait mon unique bouclier. Le jour où j'ai été refoulée des inscriptions parce que le chèque de ma bourse avait du retard, j'ai enfilé mes plus beaux habits du dimanche et je suis allée dans le centre-ville, à l'hôtel Hilton. Il y avait une convention méthodiste avec des réunions dans toutes les salles de danse et une suite pour l'accueil du public. Je me suis promenée de pièce en pièce en remplissant un sac de courses JCPenney avec des cendriers en verre taillé, ornés du logo du Hilton et des verres à vin facetés, simplement marqués de lit de jus de raisin. J'ai traîné le sac jusqu'à St. Pete Beach et j'ai fait voler les cendriers sur la jetée comme des frisbees. Puis j'ai attendu le coucher du soleil pour lancer les verres à vin suffisamment haut pour voir les reflets rouges et violets lorsqu'ils tournoyaient. Chaque objet s'est délicieusement fracassé sur les rochers noirs goudrons sous la jetée, projetant des fragments de verre dans les embruns. Son et lumière, c'était mieux qu'un film. Là, on y est. Hein. Puis on a plein de tips pour pouvoir aller nous-mêmes commettre des petits délits un peu. Hein. Alors ici, c'est une blague. Ne volez pas, chère lectrice. Sauf dans vos propres ailes. Oh, c'était beau, ma Bernadette. Ce deuxième extrait est un extrait beaucoup plus fort. En tout cas, c'est un extrait qui m'a bouleversée. C'est un extrait où Dorothy est donc étudiante, elle a décidé de fuir sa famille par rapport à tout ce qu'elle avait subi, et sa tante essaye de revenir la chercher. C'est une famille où ils communiquent très peu sur les émotions. Je l'ai regardée dans les yeux, l'aimant et la haïssant en même temps, sans vouloir parler, mais en entendant quand même les mots sortir. Certaines personnes ne font jamais de bébé, tu sais. Certaines personnes sont violées à 11 ans par un beau-père que leur maman déteste à moitié, mais qu'elle ne peut pas se permettre de quitter. Certaines personnes doivent alors mentir et le cacher, parce que ça causerait tellement de problèmes. Pour que personne ne sache rien, ni la loi, ni le reste de la famille. Personne, sauf les femmes censées être celles qui s'occupent de tout, qui savent quoi faire et comment. Les femmes qui font des enfants, qui croient en elles, et qui leur font confiance et qui parfois en meurent. Certaines personnes ne vont jamais chez le docteur, et ne découvrent que 10 ans plus tard que ce fils de chien leur a refilé une putain de maladie. J'ai détourné les yeux, incapable de supporter à quel point son visage était devenu gris. Tu sais ce que ça fait quand les personnes que t'aimes le plus au monde, les personnes en qui t'as confiance, cette confiance sans laquelle tu ne peux pas survivre. Quand ces personnes ne font rien, quand elles ne savent même pas que quelque chose doit être fait. Quand tu ne peux pas les haïr, mais que tu ne peux pas t'en empêcher. La haine grandit. Elle prend simplement le dessus sur tout le reste. Elle te dévore et te transforme en une personne remplie de haine. Bon là, je vais passer du coup, parce que c'était un petit peu long. Mais je veux juste, du coup, lire la toute fin de cette rencontre. J'ai tendu les mains, je les ai laissées retomber sur la table de billard. Ma tante s'est soudain retrouvée en face de moi. Elle s'est avancée par-dessus le billard, m'a pris les mains et a sangloté avec moi dans le calme froid et sale, un son affreux qui n'était adouci par aucune retenue. Lorsque je me suis penchée en avant, elle s'est penchée vers moi et nos têtes se sont rejointes, ses cheveux gris contre ma tempe ravivés par la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Oh ma fille, on tient si fort à toi. J'ai pleuré contre sa joue et c'était comme si j'avais de nouveau 5 ans au relais routier, avec le panier d'Annie contre ma hanche. La chaleur de la pièce était purement le produit de l'amour qui s'échappait du souffle de ma tante et de ma maman. Si elles n'étaient pas des miennes, si je n'étais pas des leurs, alors qui étais-je? J'ai ouvert la bouche, j'ai tiré la langue et j'ai goûté la joue de ma tante et la mienne. Le beurre et le sel, la poussière et la bière, la sueur et la puanteur, la chair de ma chair. Si fort, je lui ai répondu dans un souffle, si fort. Et alors, je vais juste vous lire un petit extrait de la fin d'un récit parce que je trouvais qu'il clôturait parfaitement tout ça. J'avais dit que j'étais brève, mais voilà. Oh. J'ai récemment rêvé que j'organisais un dîner où j'invitais toutes les femmes de ma vie. Elles viennent avec leurs propres plats. Marty apporte des grillades venues tout droit de chez Marietta. Jay ramène tout un demi-bœuf et demande à une bande de butch, de genre bravache et buveuse de whisky, de l'aider à creuser un trou dans le jardin. Elles friment entre elles en cassant des pierres pour délimiter le foyer. Lee les observe depuis le porche, se moque de moi en ricanant tout en pétrissant une grosse quantité de pâtes pour le pain au flocon d'avoine qu'elle avait promis de faire. Des femmes dont je n'arrive pas à me rappeler le nom ramènent des saladiers de saumon fumé, de salades de pâtes et de gelée avec des tranches de mandarine. Elles se donnent toutes à manger les unes aux autres, s'exclament sur les recettes et les sauces, se présentent et se racontent des histoires sur des merveilleux repas qu'elles ont mangés.
Ma maman est dans la cuisine en train de saler un bac de légumes verts. 2 de mes tantes se disputent pour savoir s'il vaut mieux faire des scones à la levure chimique ou de gros hockshey de beurre. Une autre les contourne pour glisser une poêle en fer remplie de pain de maïs dans le four. Des haricots pinto avec des oignons mijotent sur le feu. Des enfants passent en courant tout en suçant de la couenne de lard. Sous le porche, mes oncles racontent des histoires en faisant s'entrechoquer leurs bouteilles en verre quand ils rient. Je fais des allers-retours entre le porche et la cuisine. Tous les gens que je croise me prennent dans leurs bras, m'embrassent et me caressent. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas faim. Mais tout le monde insiste pour que je prenne une petite bouchée pour goûter. Je rote comme un bébé sur l'épaule de sa maman. J'ai le ventre plein, détendu, heureux, et le goût de la sauce dans la bouche. Je ne peux m'arrêter de sourire à pleines dents. Le rêve se poursuit, encore et encore. Tout du long, je m'étreins et je souris. Eh bien, Bernadette, c'était formidable, cette lecture. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'aime cette gourmandise et cette joie dans la douleur. Et voilà, je vais garder ce sourire pour vous prêter mon ouvrage. Et je vais le être vôtre. ravie de découvrir. Vous souhaitez une bonne lecture. Ça Et puis me je vous délicie. dis à la prochaine. À la prochaine, ma chère Bernadette. Au revoir, Au Bernadette. revoir. Bye bye. Bye. Il faut que j'arrête de tourner trop, moi.